La guerre que j'ai décidé d'engager contre les trafiquants, contre les voyous, cette guerre-là, elle vaut pour plusieurs années. Elle dépasse de beaucoup la situation d'un gouvernement, d'une majorité ou d'un parti. C'est une guerre nationale. Il aime les métaphores guerrières et semble être reparti au combat pour 2012. Mais quelles sont les armes rhétoriques de ce nouveau combat? Ont-elles changé par rapport à 2007? Et comment répond-il aux critiques dont il est l'objet? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, un président, paraît-il, reparti déjà en campagne avec nous. 4 invités. Thomas Legrand, journaliste politique. Vous décryptez régulièrement les discours du président dans vos chroniques sur France Inter. Et puis, vous vous intéressez beaucoup aux mots dans cet ouvrage, notamment Petit dictionnaire énervé de la politique aux éditions L'Opportun. Ali Magoudi, psychanalyste, vous vous êtes intéressé aux discours, aux dits et aux non-dits de nombreux présidents, dont le président actuel. Michel Pinson, sociologue, spécialiste des beaux quartiers. Vous venez de sortir ce livre, Le président des riches, et on compte sur vous pour analyser la manière dont le président parle aux riches et aux moins riches. Et enfin, Dominique Mangonneau, linguiste, pour commenter toute la palette de mots utilisés par le président. Alors, un président qui nous semble bel et bien reparti en campagne. Je vous propose de commencer l'émission par écouter cet extrait consacré aux 35 heures. Vous savez bien les ravages qu'a fait dans notre pays la culture au fond du non-travail. Les 35 heures, nous avons été les seuls à adopter et qui ont marqué la baisse de compétitivité de l'économie française dans le monde, c'est 2000. Pourquoi? C'est pas une question idéologique. Si on se met à moins travailler alors que les autres travaillent plus, comment voulez-vous que ça marche? Je vais venir à vos questions, mais je fais la liaison. Les 35 heures qui ont détruit une certaine idée que se faisait la société française du travail, qui a toujours été, dans la République française, vécu comme une valeur d'émancipation, le travail. C'est le chômage qui aliène, c'est le travail qui libère. Alors là, quand on ferme les yeux, on a l'impression de réentendre les discours de la campagne de 2007. On a l'impression que le président n'a jamais été au pouvoir. On a l'impression que les 35 heures datent d'hier. Dominique Mangonneau, est-ce que cette impression est liée au choix, au vocabulaire, aux mots choisis par le président? Moi, ce qui me frappe dans cette manière de repenser les 35 heures, c'est surtout d'abord le fait qu'on sent bien qu'il y a des formules préparées, c'est-à-dire la culture du non-travail, et puis ces deux phrases détachables, c'est le travail qui émancipe, etc. Donc on voit bien qu'il y a un fond qui a été préparé, mais là-dessus, il va introduire sa note personnelle, avec des formules, des généralisations de type carrément des maximes, c'est le travail qui libère, etc. Donc on a l'impression qu'en fait... Vous dire qu'il a l'habitude de parler des 35 heures, ça fait quand même un moment qu'il en parle, donc bon, on peut dire qu'il a ses formules rodées. Oui, mais à mon avis, ce qui est différent, c'est la hauteur qui est prise, c'est-à-dire que là, on n'est plus dans une discussion technique, on est dans un discours de dénégation, ce n'est pas une affaire idéologique, et en réalité... tout son discours est idéologique. Mais alors, nous, en écoutant l'extrait pour préparer l'émission, on a été assez attentifs, puis on s'est souvenu de nos cours de grammaire et on s'est rendu compte qu'il utilisait beaucoup le passé composé. Les 35 heures ont détruit. Et puis on se souvient que le passé composé, normalement, c'est un passé avec des conséquences dans le présent, c'est un passé proche. Alors que là, il nous parle des 35 heures, ça date quand même d'il y a 10 ans, plus de 10 ans, et puis entre-temps, il a été au pouvoir. Est-ce que vous ne pensez pas que l'usage de ce temps, le passé composé, joue sur la perception qu'on a? Il joue d'ambiguïté du passé composé. C'est-à-dire que le passé composé en français, c'est à la fois le passé, comme vous dites très justement, qui a des conséquences dans le présent, mais c'est aussi l'accompli du présent. C'est-à-dire, il se trouve qu'en ce moment, les choses ont été détruites. Donc il joue en fait sur le présent et le passé à la fois.
Donc ça, en fait, c'est pas tellement surprenant. Nous, on est encore dans les conséquences des 35 heures, Absolument. alors qu'il est au pouvoir quand même depuis plus de 3 ans. Oui, mais dans la mesure où il n'a pas touché aux 35 heures officiellement, il peut se permettre en quelque sorte de se poser en victime d'une situation qu'il n'a pas voulu et qu'il a dû gérer. Alors, on va faire réagir les autres invités, mais juste avant, je voulais vous montrer un autre extrait qui vient contrebalancer cette récente sortie sur les 35 heures. Alors là, on repart il y a 2 ans, c'était en 2008, lorsque le président nous expliquait pourquoi il ne toucherait pas aux 35 heures. Maintenir une durée hebdomadaire du travail. 35 heures. Oui. Contrairement à... Ne serait-ce pour une chose. Je ne vois pas comment on peut calculer les heures supplémentaires s'il n'y a plus de durée hebdomadaire du travail. Il y aura toujours une durée hebdomadaire du travail en France, et elle sera de 35 heures. Et ma réponse, elle est définitive. Voilà, alors ma réponse, elle est définitive. Donc il a pris sa décision il y a 2 ans et pourtant il continue de pester, si l'on peut dire, contre les 35 heures. Thomas Legrand, vous qui étudiez attentivement les discours du président, comment expliquez-vous ce contraste et ces récentes sorties contre les 35 heures ? Parce que, comme vous avez dit, il repart en campagne. Et au moment où il parle à RTL des 35 heures comme comme base légale et fixe, en fait, là, il parle d'autre chose. Il parle des heures supplémentaires. Donc, il faut, puisqu'il veut justifier les heures supplémentaires, il faut qu'il y ait... il faut qu'il y ait les 35 heures pour les heures supplémentaires. Ou les 40 heures, en l'occurrence, c'est les 35 heures. Si maintenant, il dit que les 35 heures posent un problème, aujourd'hui, on pourrait lui dire, bah alors ça veut dire que les heures supplémentaires, ça n'a pas marché du tout. Parce que les heures supplémentaires, c'était une façon d'annuler les 35 heures. Sans y toucher. Le gros problème, à mon avis, de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il parle à l'ancienne. C'est-à-dire qu'il parle au public, ou il parle au public qui est devant lui, pour lequel il s'adresse sur le moment. C'est-à-dire là, par exemple, la récente rencontre dont on passe un extrait, c'était devant des agriculteurs. Voilà. Sauf que Nicolas Sarkozy subit quelque chose que ses prédécesseurs n'ont jamais subi. Il subit une sorte de tyrannie de la cohérence. C'est-à-dire que Jacques Chirac pouvait dire tout et le contraire de tout, il s'en est pas privé, il a tout été pendant sa carrière. Même François Mitterrand a beaucoup changé. On ne remettait jamais devant les hommes politiques leurs contradictions. Mais maintenant, la mémoire s'est démocratisée. Et du coup, Nicolas Sarkozy n'a pas pris ça en compte. Et finalement, quand il dit la taxe carbone, j'instaure la taxe carbone, c'est aussi important que la peine de mort et aussi important que la décolonisation. 3 mois après, quand il dit c'est fini la taxe carbone, avant même d'aller interroger les écologistes ou l'opposition, on va reprendre du Nicolas Sarkozy qui devient son propre opposant le plus efficace. Pour vous, Ali Magoudi, un mot là-dessus. Que pensez-vous, vous, de cet énervement? Parce que c'est vrai qu'on sent de l'énervement là contre les 35 heures, contre lesquelles visiblement il s'énerve depuis un bon moment. Oui, moi je trouve que la question qui se pose est de savoir si les qualités-défauts de Nicolas Sarkozy qui lui ont permis d'être élu une première fois lui permettront d'être élu une seconde fois ou vont le faire battre. Je crois que c'est une question essentielle. L'énervement contre les 35 heures, ça lui avait permis d'être élu sans doute la première fois. Tout ce qu'on va voir, il n'a pas changé. Voilà. C'est-à-dire que c'est une campagne de premier tour, c'est ça le problème. Oui, il refait une campagne de premier tour, mais comme un candidat et pas comme un président. Voilà. Or, je me souviens que la première fois que j'ai rencontré comment il s'appelle, François Mitterrand, la première chose qu'il m'a dite, c'est le président précédent a perdu parce qu'il était candidat. Exactement, oui. La première chose, en 82, c'est-à-dire il venait à peine d'être élu, qu'il savait que lorsqu'on était président dans une république souveraine comme la France, on n'avait pu être candidat. Michel Pinson, oui, un petit mot là-dessus. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur l'extrait qu'on a eu et donner mes réactions sur certaines expressions. Par exemple, il parle de culture du non-travail. Oui, sur les 35 heures, oui. Alors, la culture du non-travail, comme si ça concernait les gens du peuple qui n'auront plus envie de travailler, tout ça. Je lui ferai remarquer poliment... Ça pourrait concerner Mme Bettencourt. Que ça pourrait concerner Mme Bettencourt, que ça pourrait concerner les voisins de Mme Bettencourt et la grande majorité des électeurs de Nicolas Sarkozy à Neuilly, par exemple. D'accord, donc vous voulez dire, vous qui vous intéressez aux riches, là, c'est pas un discours pour les riches, c'est un discours pour les autres. Mais qui savent pas, ils savent pas, en fait. La culture du non-travail, qui est-ce qui a une culture du non-travail, sinon la bourgeoisie?
Bon, parce que la bourgeoisie, c'est la classe qui a l'essentiel de ses ressources, de ses revenus, par le capital, par le travail du capital, c'est-à-dire le travail des autres. Donc, voilà pour ce qui est de cette culture du non-travail. Et alors, selon vous, il a conscience de cette, je pense de ce fossé, et là, à qui parle-t-il et comment ce discours est-il perçu justement dans les beaux quartiers? Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais on a parlé de ces collaborateurs et conseillers en communication. Moi, j'en changerais à sa place, parce que... Ah bon, pourquoi alors? Attendez, donnez-lui des arguments, qui sache. Il a raison, ils sont vraiment datés. Parce que, par Attendez, exemple, pourquoi il en changerait? Alors, attendez, vous allez réagir, pourquoi il en changerait? il y a quelque chose de très clair, c'est qu'il y a dans chacun de ses discours un ou des effets d'annonce. C'est-à-dire, il dit on ne touchera pas aux 35 heures. Je ne dis pas, je vous le jure, mais ça revient au même. Autrement dit, il se met dans une position extrêmement délicate, dans laquelle Mitterrand ou d'autres ne se mettaient pas. Oui, parce que finalement, il fait quelque chose de définitif. Il prononce quelque chose de définitif. Il a une communication de l'époque de la télé, avant la télé tout info. La télé avant le magnétoscope. Et de la télé avant le numérique, de la télé avant Internet. Où on pouvait annoncer un truc et on n'était plus interrogé sur cette chose pendant 2 ans. C'est pour cette raison que vous disiez aussi qu'il faudrait qu'il change de conseiller en communication. C'est pour cette raison que nous avons fait ce livre, Le président des riches, parce que c'est une espèce d'éphéméride qui fait que l'on se souvient. Parce que dans ces effets d'annonce, ça marche quand même s'il n'y a pas de mémoire. Or, dans les milieux populaires, vous savez, les 35 heures, c'est assez compliqué. Et puis quand c'est les niches fiscales, etc., ou les paradis fiscaux, la réalité de ce qui se passe est complètement... D'accord, donc vous voulez dire finalement c'est un discours qui rencontre un certain écho dans les couches populaires où il y a moins de mémoire peut-être, effectivement, moins cette mémoire que vous décrivez, Thomas Legrand. Beaucoup. Quand Nicolas Sarkozy, vous dites, parle aux classes populaires, alors il y a des discours qui sont évidemment destinés à cette catégorie. Ce sont les fameux discours sur la sécurité ou sur l'insécurité. Alors il y a notamment le fameux discours de Grenoble dont on a déjà beaucoup parlé, y compris sur ce plateau, mais je voulais profiter de la présence d'un linguiste pour venir sur 2 ressorts dont use fréquemment le président et dont il a usé particulièrement dans ce discours à Grenoble pour faire le lien entre différentes thématiques. Premier exemple, pour faire le lien entre sécurité, insécurité et immigration. Imaginez que nous avons 19 000 délinquants en France qui ont plus de 50 inscriptions, condamnations sur nos fichiers. Est-ce qu'on va continuer à les amener de tribunal à tribunal? De même, nous allons réévaluer les motifs pouvant donner lieu à la déchéance de la nationalité française. De même, dit-il, c'est ce qui fait le lien, la transition entre ces 2 idées. Et un peu plus tard, écoutez comment il opère une nouvelle transition. Je demande à Éric Le Doiron, qui connaît bien le sujet en tant qu'ancien directeur de la PAF, de faire preuve d'une fermeté absolue dans la lutte contre l'immigration illégale. La règle générale est claire. Les clandestins doivent être reconduits dans leur pays. Et c'est dans cet esprit, d'ailleurs, que j'ai demandé au ministre de l'Intérieur de mettre un terme aux implantations sauvages de campements de Roms. De même, c'est dans cet esprit d'ailleurs. Que peut-on dire, Dominique Minguenot, de ces mots que Nicolas Sarkozy utilise fréquemment pour faire le lien entre des idées, là pour passer de la délinquance à l'immigration, puis de l'immigration aux Roms. Que pouvez-vous dire de ces mots? Il y a un problème, c'est qu'on juge au fond Sarkozy par rapport à des normes de l'écrit. C'est-à-dire, effectivement, à l'écrit, ce genre de lien logique ne passe pas, parce que ce ne sont pas des liens logiques, c'est des liens qu'on appelle pseudologiques. Enfin, c'est des liens d'association. C'est-à-dire que, sachant que dans l'esprit des gens, il y a une association entre un certain nombre de faits qui sont étayés par des clichés, c'est-à-dire immigration, délinquance, etc. Il va associer donc par un pseudo-connecteur qui est de même, mais qui est très fréquent à l'oral. Ce qui est très curieux, c'est qu'évidemment... Oui, mais ce n'est pas sûr que sur le texte écrit, il est écrit de même. Le problème, c'est que Sarkozy... Quand on voit, là, il a ses fiches devant lui, ses notes... J'ai souligné ça.
Oui, mais j'aimerais savoir si le texte original, il y avait effectivement de même. Parce que, alors, soit c'est effectivement, il y avait de même, et dans ce cas-là, les conseillers en communication ont intégré d'emblée le fait que les gens associent sans lien logique, et dans ce cas-là, c'est une possibilité. Ou lui veut qu'on l'associe aussi. Sans lien logique. Oui, mais il faut faire aussi la part de l'improvisation, c'est-à-dire que quand on parle, on est toujours, quand moi en ce moment par exemple, en train de le planifier, et quelquefois il y a des trous, et il y a des éléments comme d'ailleurs, de même, au demeurant, etc., qui permettent d'assurer des ponts. Quand on remplit ces trous, il faudrait peut-être demander aux psychanalystes comment on remplit ces trous. Ils remplissent ces trous justement. Mais peut-être qu'il ne faut pas tout interpréter non plus, parce que la langue ne vous offre pas tellement de connecteurs ponts de ce genre. En français, il y en a 3 ou 4 et c'est tout. De même, il y en a toutes les langues. Vous l'avez dit là de même. Alors est-ce que vous faites le lien entre deux choses équivalentes? C'est ça la question. Exactement, voilà. J'illustre parfaitement ce que je dis, donc il ne faut peut-être pas surinterpréter le de même. En revanche, ce qui est inquiétant, c'est que ça semble présupposer que dans l'esprit, il y a une association déjà préconstruite entre, effectivement, tout ça. Sinon, ce n'était pas possible. C'est-à-dire qu'il y a 2 options. Il a le ministre de l'Intérieur à côté de lui et il parle de la sécurité et il parle de l'immigration. C'est associé. Annie Magoudi, sur ce ressort-là, alors justement, est-ce que vous pensez, vous, que c'est quelque chose qui est voulu, volontaire, ou que c'est finalement une manière de s'exprimer et des choses qui peuvent échapper, comme le disait Dominique Magodo? Enfin, ou du moins, qu'il essaie. Voilà, alors Dominique Magodo pose 2 hypothèses, laquelle préférez-vous? Je suis d'accord avec mon voisin, il ne faut pas surinterpréter. Par contre, on peut repérer les répétitions. Les répétitions, chez Nicolas Sarkozy, elles concernent le duel. À chaque fois qu'il parle d'un thème, il trouve un ennemi. La séquence précédente, c'était les 35 heures. Et là, il se moque de ce qu'il a pu dire avant ou pas. L'ennemi, c'est les 35 heures, et il donne, suivant les canons de la télévision, l'exemple d'un duel entre lui et un ennemi imaginaire. Oui, les 35 heures. Il promet aux téléspectateurs de le gagner, ce duel. La même chose, il déclare la guerre aux délinquants. Tout le monde note que c'est un discours qui ne tient pas debout, c'est fait de choses contradictoires. Il ne s'agit pas d'interpréter les contradictions, il s'agit de s'apercevoir que, et on va le revoir jusqu'à la fin, dans toutes les séquences, c'est un duel entre lui et un ennemi imaginaire, et il demande aux Français d'être les témoins du fait qu'il va gagner ce duel. Ce faisant, il écarte, une fois de plus, toute autorité tierce. Entre lui et les Français, il n'y a personne. Lui, il va occuper toutes les places. Dans le discours sur la sécurité, il est à la fois le ministre de l'Intérieur, le garde des Sceaux, le policier, le juge. Il occupe toutes les places, puisqu'il a déclaré en son nom la guerre aux délinquants. Et vous avez remarqué, au tout début de la séquence, c'est pas une question idéologique, c'est pas une question de gouvernement, c'est pas une question de ça. Il n'a pas dit, c'est pas une question de président. Il a bien l'intention de continuer la guerre, et là on verra que cette guerre, il va la mener jusqu'au bout, parce que cette capture dans le duel, c'est quelque chose d'absolument fascinant. Et c'est une des forces. Mais comment vous l'expliquez? Vous dites c'est une des forces. Alors comment vous expliquez Mais là, je ne peux pas rentrer dans la psychanalyse de la personne. Je peux juste... je ne sais pas, vous êtes psychanalyste, vous nous dites c'est fascinant, alors on a envie de savoir pourquoi. Je peux juste montrer les ressorts de communication qui viennent de l'inconscient. Quel que soit le thème... Pour vous, c'est de l'inconscient. Ah, c'est pas de la stratégie, c'est pas penser... Il ne peut pas faire autrement. On va revoir toutes les séquences, je vous le pointerai. Alors, on va voir, vous dites, on va voir. Eh bien, justement, on va voir. Et on va voir que Nicolas Sarkozy, de temps en temps, joue sur d'autres ressorts. Tous ses discours ne sont pas anxiogènes. Non, non, il sait aussi rassurer de temps en temps, se montrer même extrêmement rassurant, comme lors de cet extrait prononcé lors d'un récent discours, juste avant que la réforme des retraites n'arrive au Sénat. Écoutez-le. Avec le système, la réforme que l'on fait, votre régime de retraite, je dis votre à vous les Français, sera non seulement équilibré en 2018, mais bénéficiaire. Ça veut dire que je peux dire aux 15 millions de retraités et aux 700 000 retraités de plus chaque année, vos retraites seront payées. Vos retraites seront payées. Alors ça provoque du mécontentement, ça provoque des protestations, mais face à mon devoir, le mot devoir existe. Il n'y a pas que le mot droit qui existe, il y a aussi le mot devoir. Ma satisfaction, c'est de me dire
quand cette réforme sera passée, eh bien, les Françaises diront « on n'a pas de souci à se faire pour nos retraites ». Il n'y aura plus de soucis à se faire. Eh ben, il a quand même déclaré la guerre avant, pour apaiser le peuple. Il a déclaré la guerre aux 60 ans, aux 60 ans, aux 65 ans. Il a déclaré la guerre aux syndicats. Il a d'abord déclaré la guerre avant de pacifier. C'est vrai que ce discours-là est très apaisant, mais en même Oui, temps, on sent le ton, la manière dont il tout est. est sauvé, ça sera bénéficiaire, tout va bien, je vous rassure. Hein, et ça fait pas plaisir à tout le monde. C'est-à-dire qu'il nous annonce des choses super, vachement bien, avec un peu le ton du sang et des larmes, parce que le sang et des larmes, c'est puissant, c'est l'autorité, c'est régalien. C'est une alliance assez étrange. Il pense oui, mais c'est peu fréquent dans son discours. Sauf qu'il pense qu'il ne prend pas beaucoup de risques en ayant la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat sur cette retraite. Elle va passer oui, cette retraite. Magoudi, on se dit quand on entend ça... Et en parlant de 2018 surtout. Oui, non mais ce que je veux dire, c'est qu'il prend les Français à témoin en disant « Regardez, j'ai gagné ce duel que j'ai enclenché. Rassurez-vous, je les gagnerai tous. » D'accord, donc vous pensez que là, il est déjà dans la position de celui qui a gagné. Puis alors là, nous aussi, on a essayé de faire un peu de, peut-être pas de psychanalyse, mais enfin d'écouter attentivement. Et alors on dit beaucoup que cette réforme des retraites, finalement, c'est à lui que ça cause du souci. Et donc on se demande si finalement ces mots rassurants, ce n'est pas vis-à-vis de lui aussi qu'il les prononce. Enfin bon, c'est une idée, parce que c'est tellement peu habituel de l'entendre rassurer comme ça. C'est une idée qui, d'autant plus qu'il a quand même l'habitude de se poser en victime et demander réparation de la victimisation dont il est l'effet. Dominique Minguenot, votre regard de linguiste, mon regard, c'est vous trouvez qu'il y a des mots qui rassurent aussi? Non, je trouve que c'est vous qui voyez ça comme rassurant. Ah bon? C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe... Enfin non, vous avez raison, que le but c'est de rassurer. Mais quand on écoute... L'impact était de rassurer. Vous avez raison, ce qu'on appelle le perlocutoire, c'est de rassurer. Mais en réalité, quand on écoute ce discours, c'est euros. C'est-à-dire qu'en fait, je vous dis, le futur simple qui marque le saut d'un obstacle. Et en fait, il vous dit en gros, bon, il y a moi, enfin c'est ce que vous disiez, il y a les Français, et c'est moi le père nourricier qui va vous assurer votre retraite malgré des opposants. Bon, dans un récit mythique. Mais le résultat veut être rassurant, mais ça implique un investissement du héros, du récit transformatif qui est tout à fait hyperbolique. Donc, à chaque fois, il est obligé d'en rajouter, vous avez voilà, raison. et donc, en fait, il y a un surinvestissement de l'ego du sujet parlant qui en fait, n'est pas si rassurant que ça, en réalité. Michel Pinson, comment c'est perçu dans cet électorat que vous étudiez, que vous suivez, que vous analysez, ces fameux très très riches, cette manière qu'il a d'incarner toutes les fonctions ou de prétendre les incarner? C'est quelque chose qui est apprécié ou qui fait peur, puisqu'on a dit que c'était aussi quelque chose qui pouvait faire peur? C'est pas ça qu'on lui reprocherait le plus, parce que après tout, si ça marche, tant mieux. Si le peuple le suit, tant mieux. Si ça rassure le peuple, tant mieux, c'est ça. Voilà. Par contre, ce qui me passe moins bien, c'est beaucoup moins bien, c'est l'aspect populiste du personnage. Dans la manière de parler à certains moments, casse-toi pauvre con au salon de l'agriculture, ça reste quand même dans les annales. Ça, on lui reproche un peu dans tous les milieux. Peut-être moins en milieu populaire, parce qu'au moins il est plus proche de nous. Bon, il parle un peu comme nous, ça. Mais à Neuilly ou dans le 16e, ça passe très mal. Ça passe pas toujours. Non, alors, on va revenir, on va arriver à la manière dont Nicolas Sarkozy parle et a parlé. Mais juste avant, je voulais vous soumettre un autre extrait. Donc, on a parlé des constantes, de certains retours à des thématiques de 2007. Et puis, il y a une thématique qui apparaît assez nouvelle. C'est celle du président qui se dit victime d'attaques injustes, d'anti-sarkozysme. Alors, il le dit beaucoup en off, à ses visiteurs ces temps-ci. Mais il le disait également au micro de David Pujadas. On l'écoute. Quand vous mettez en œuvre des réformes, vous bousculez des intérêts, vous bousculez des situations acquises, vous gênez un certain nombre de gens. Et la réponse, c'est bien souvent la calomnie. On l'a connue. Il y a 3 mois, ma femme et moi, nous avons subi les pires racontards mensongers sur notre vie privée. Ça vous a blessé? Oui. Il y a 3 ans, j'ai eu à faire face au moment où j'ai 4 ans, où j'ai pris la présidence de l'UMP, à l'invraisemblable histoire Clearstream. Et voilà qu'avec la réforme des retraites, on me décrit comme quelqu'un qui, depuis 20 ans, irait chez Madame Bettencourt pour ramasser des enveloppes. C'est une honte.
Il ne s'agit pas pour moi d'être victime de quoi que ce soit. J'y étais prêt. Je veux dire simplement que c'est une perte de temps par rapport à ce qu'attendent les gens de moi. Et ils attendent une chose très simple. Sortez-nous de la crise. Je ne me victimise pas, dit-il, mais que fait-il alors, Ali Maghoudy, selon vous? Il passe un temps inutile à parler de la victimisation dont il est l'objet. C'est quand même un drôle de paradoxe. Mais il a toujours été comme ça. Souvenez-vous quand les images de sa première femme avec son amant sont parues dans Paris Match, et il se posait comme victime politique. Et c'est quelque chose qu'il connaît très bien. Parce qu'il sait que dans les cours de récréation, c'est les enfants victimes, les petits, ceux qui sont maltraités par les autres, qu'on protège. Et à chaque fois qu'il se met en position de victime, il est sûr qu'il va être protégé par les Français. Ah, par les Français, c'est Mais tous les Français qui vont le protéger. Pas les intellectuels, pas ceux qui passent 3 quarts d'heure à analyser l'album vidéo. On ne vote pas par compassion. Ah bon? Je pense quand même que s'il y a une chose qu'il ne faut pas sous-estimer, ce sont les capacités politiques de Nicolas Sarkozy. Oui, mais justement, il ne s'est pas fait élire par la victimisation. Là, il utilise la victimisation. Je ne suis pas sûr que ça soit une très bonne stratégie. C'est vrai que c'est nouveau. Alors, si jamais Nicolas Sarkozy gagne, il faudra qu'on repasse cette émission parce qu'on n'arrête pas de décrire toutes les erreurs qu'il fait. Hein. Donc, vous savez, on écrit toujours l'histoire en connaissant la fin. On réécrit toujours l'histoire en connaissant la fin. Mais c'est moi, non, je m'inclus là-dedans, bien sûr. Vous dites que c'est des erreurs. Moi, je ne dis pas que ce sont des erreurs. Je dis pas que les principes vous dites c'est ce qu'il met en œuvre, il le fait pour l'instant, résultat dans les sondages. En tout Écoutez, cas. on avait vu Mitterrand dans les sondages au plus bas, il a été réélu. On a vu, attendez, les carottes ne sont pas cuites et tout va dépendre de la situation économique. Alors Dominique Magonneau, quand même, une question, c'est dans quel registre est-il? Est-ce qu'il est dans celui de la victime qui se plaint ou déjà dans celui de la contre-attaque? Ou est-ce qu'il est déjà reparti au combat, là? Moi, je partirais d'un petit complément circonstanciel qu'on n'a pas beaucoup commenté, c'est avec la réforme des retraites, on me décrit, etc. Oui. Et en fait, tout pivote là-dessus. En réalité, toute cette stratégie de cumul de victimes, de positions de victimes, est destinée à donner le sentiment d'inverser les rôles, en quelque sorte. C'est-à-dire que, au fond, c'est parce qu'il a eu le courage de faire la réforme des retraites qu'il a tout ça. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est ce avec, parce que le avec, c'est comme le de même. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas quel est le lien exact. Quand vous mettez avec, on ne sait pas si c'est pendant que, à cause de, malgré. En fait, avec, ça veut simplement une manière de dire aux Français, écoutez, imaginez ce que vous voulez. De toute façon, c'est bien à cause de ce rôle que je joue dans les retraites que voilà. Oui, donc mon idée simplement, c'est un peu comme she stoops to conquer, c'est-à-dire je m'abaisse en position de victime parce qu'en réalité, c'est une manière d'inverser, c'est une stratégie. Oui, donc on est dans la contre-attaque. On est dans la contre-attaque, mais qui se masque comme telle. Puisqu'en fait, c'est par association d'idées que les choses se font, une fois de plus. Alors, vous parliez du fait que certains de ces discours, notamment ces discours très populistes, volontaires, dites-vous, passaient mal auprès de cet électorat de Neuilly. Alors, on a eu envie de comparer la manière dont Nicolas Sarkozy s'exprime aujourd'hui, dont il s'exprimait auparavant. On va mettre en parallèle plusieurs extraits. On commence par un extrait assez récent d'un Nicolas Sarkozy qu'on connaît bien, lorsqu'il est, par exemple, devant des ouvriers. C'est un extrait qui date de 2009. On l'écoute en longueur, on voit toute sa colère monter en puissance. On s'engage avec volontarisme pour bouger les choses et faire en 2 ans des travaux qui auraient mis 20 ans dans notre pays à être faits. Hein? Parce que vous savez, moi je suis gentil, mais j'ai l'habitude de dire aussi ce que je pense. J'ai été voir les travaux de la ligne à grande vitesse, hein? Fantastique. La première étude, c'est il y a 20 ans. C'est pas moi le président de la République quand même d'ici là. Hein? 20 ans. Donc, comptez sur moi. Avec moi, ça ira plus vite. Hein? 20 ans. 20 ans. Bon. Et si j'ai décidé qu'on allait mettre le paquet sur les grands investissements, c'est parce que j'en ai assez que dans notre pays, on mette 20 ans avant de décider de faire une ligne à grande vitesse. Soit on la décide, soit on la décide pas. Si on la décide, on la fait. Et je vois tous ceux là, critiques, là, tout ça. Il fallait surtout pas qu'ils gênent avant pour faire tout ça. Alors on me dit, ah mais oui, mais et la suite, et la suite. La branche Est, on va la faire, mais avec nos méthodes. Plus vite. Hein? 20 ans. 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on y réfléchit. Dites donc, ils sont drôlement savants, ceux qui ont réfléchi à ça. Heureusement qu'ils ont eu des problèmes, parce que
s'il s'était trouvé dans la même situation où moi je me trouve face à une crise qu'on n'a jamais vue depuis un siècle, on a décidé que l'année prochaine, il y aurait 4 lignes TGV construites en même temps. C'est quand même plus important qu'augmenter le RMI, voire le SMIC, ça, de faire ça pour donner du travail aux gens. Alors, donc là, c'était le Nicolas Sarkozy volontariste, avec au passage quelques fautes de français. Il s'adresse, alors Ali Magoudi, vous disiez, à cet ennemi. Hein, il est dans une position de combattant. Et alors, ces images contrastent avec celles de Nicolas Sarkozy, maire de Neuilly. Nous avons retrouvé quelques images grâce à l'INA. Là, on retourne en 1988. À l'époque, Nicolas Sarkozy était maire du très huppé Neuilly et il recevait les caméras de télévision sur son hôtel de ville pour commenter les résultats du premier tour de la présidentielle de 88. Et vous savez, j'en tire une conclusion optimiste. À chaque fois que notre électorat a été inquiet, nous avons gagné, car l'inquiétude crée la mobilisation. Alors vous me permettrez, sur un constat un peu pessimiste, de tirer des conclusions optimistes. Il y en a qui deviennent propres sur eux avec l'âge. Lui, c'est plutôt l'inverse. Hein. Il s'exprime bien. Il a les mains sagement derrière le dos. Un style qu'il a encore 2 ans plus tard sur le plateau de l'émission en forme de bonbonnière sucré-salé. Mais vous écrivez bien? Vous avez l'impression d'avoir un bon style? Oh non, j'ai une écriture très laborieuse. Très laborieuse. Donc pour moi, c'est un peu prétentieux d'écrire quand non? Oui, tout à fait. C'est tout à fait cela. C'est une volonté de me prouver que je suis capable d'écrire autre chose que des discours. Donc d'une certaine façon. Parce que vous écrivez vos discours? Oui, j'essaie. Je préfère. Vous êtes sincère? Vous êtes quasiment le seul. Non, franchement, j'écris pas tous mes discours. Mais en tout cas, pourquoi? Parce que je crois, on parlait tout à l'heure de publicité, de look. Moi, j'en suis resté à Boileau. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Les mots pour le dire viennent aisément. On est plus facilement bon quand on a quelque chose à dire, quand on n'a rien à dire. Je crois que c'est plus facile d'identifier les choses. Mais vous avez le temps quand même d'écrire. Vous écrivez la nuit parce que vous avez un emploi du temps complètement fou. Et la politique, c'est un métier où on parle beaucoup, on donne beaucoup. Et si on ne se ressource pas, alors on est sec assez rapidement. Donc, moi, j'aime apprendre. Et ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est apprendre. Si je n'avais pas eu des problèmes de nécessité de gagner ma vie, comme tout le monde, je serais volontiers resté étudiant pendant longtemps. Et j'aime l'état d'apprentissage. Je trouve que ça me plaît. Hein, comme quoi, il n'a pas attendu Carla Bruni pour s'intéresser à la culture. Alors là, le contraste est frappant entre le Nicolas Sarkozy qu'on a vu dans l'extrait précédent devant les ouvriers et puis le Nicolas Sarkozy qu'on voit là et on se demande mais il a cette capacité à se fondre dans le milieu, c'est-à-dire que le naturel. Vous le mettez en Corse pendant un mois, il a l'accent corse à mon avis, il doit apprendre les langues assez facilement. Il se fond dans le milieu, voilà. C'est une capacité assez classique chez les hommes politiques. Moi, il y avait un petit truc que je voulais remarquer, que je voulais souligner. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, un moment dans le premier extrait, il dit « On me dit souvent que… » Parce qu'il est toujours effectivement dans ce combat, dans ce duel, mais en fait, il est le seul combattant à chaque fois. Il est dans un monologue totalement sécurisé. Il n'est jamais en situation de dialogue, il n'y a pas de conférence de presse, alors qu'il avait promis. Il n'est pas du tout comme le Premier ministre anglais devant le chef de l'opposition à devoir se justifier précisément. Donc il est toujours dans un monologue ultra sécurisé et il est obligé de dire, dans le cadre de la victimisation que vous décriviez, il est obligé de dire on me dit que, et il caricature. Pour remettre en scène un interlocuteur qui n'a pas. En plus, il caricature ce qu'on lui dit. Évidemment, il rend tout binaire, quoi. Et alors, vous dites, bon, finalement, il a une grande capacité d'adaptation, c'est un caméléon, en fait, hein, il se coule dans le milieu où il est. Mais alors, quand même, il y a bien quelque part un vrai président au naturel. Et c'est vrai que le contraste est tellement frappant entre ces extraits qu'on se demande, finalement, lequel est le plus naturel, lequel est le plus contraint. Nicolas Sarkozy cherche toujours à être le plus fort. Donc, s'il s'attaque aux banques, il sera plus fort que Besancenot. S'il est avec des jeunes femmes pour faire une émission de télé, il cherchera à être le plus séducteur. S'il veut taper sur l'étranger comme ennemi, il sera plus fort que le Front National. C'est-à-dire qu'il a une série de séquences où il est toujours le plus fort et il compte là-dessus par un effet de sommation pour redevenir président de la République. D'accord, c'est la volonté d'être plus fort que le meilleur dans tous les milieux, dans tous les domaines. C'est un ego surdimensionné qui a quand même une capacité, justement, ce qu'on disait, d'identification. De s'identifier à un certain... À des publics segmentés.
le linguiste quand même sur la manière, parce que nous on continue quand même à se dire, mais hein, vous nous expliquez tout ça, mais vous nous dites qu'il est caméléon, mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas un moment où il est plus naturel que d'autres dans la manière de parler, dans le registre, non, où il n'y a pas est-ce qu'il n'y a pas des indices? Non, moi ce qui me frappe, c'est que il y a plusieurs choses. D'abord, il y a un problème, c'est qu'on est tous habitués à commenter des idées, des contenus, des phrases. Et on oublie que chez lui, l'important, c'est la prosodie, en fait. C'est-à-dire, il a un registre prosodique, enfin, d'intonatif extrêmement varié, qui va du grave à l'aigu, très instable. Et c'est quelqu'un qui, quand il parle, est en dialogisme interne. Il est tout le temps en train de dire une phrase et de commenter sa phrase. Et donc, à mon avis, il faudrait dire deux choses. C'est que, premièrement, il est effectivement empathique, c'est-à-dire qu'il se moule, il s'identifie au désir de l'autre, hein, il est ce que l'autre veut. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est en grande instabilité perpétuelle et qui est tout le temps en train d'essayer de grimper des échelons énonciatifs extrêmement divers de façon à essayer de se rattraper. Il a toujours peur de ne pas être sur la bonne branche. Mais là, par exemple, avec les femmes, là, où est-ce qu'il cherche à se rattraper? Où est-ce que vous le voyez sur la mauvaise branche? Par exemple, quand il dit « ça me plaît », cette espèce de voix sucrée et douce, elle est beaucoup trop basse et beaucoup trop sucrée pour être... On sent bien qu'il a voulu en rajouter. En tout cas, vous avez la réponse à la question que vous posez tout à l'heure, du moins la réponse de l'époque, c'est qu'il écrit lui-même ses discours, dit-il. Oui, ça alors c'est pas vrai. Voilà. Bon, enfin, même pas les livres d'ailleurs. Même pas les livres, en tout cas c'est ce qu'il disait, à l'époque. Alors Michel Pinson, là on voit le Nicolas Sarkozy des beaux quartiers, le Nicolas Sarkozy maire de Neuilly. Est-ce que là il est justement, puisqu'on se posait la question de quel était son registre le plus naturel, là il est donc au coup. Quel registre? Est-ce qu'il est dans le parler traditionnel de Neuilly, de ces beaux quartiers? Oui, là, il fait pas de provocation. Comme pas d'impair. Mais il n'y a pas d'impair, moi. Mais il y a quelque chose où transparaît un peu de vérité, je pense, enfin, de vérité profonde de la personne, c'est quand il dit comme tout le monde. Comme tout le monde, il a fallu que je me mette à travailler et j'arrête mes études. C'est pas totalement faux. C'est-à-dire qu'il était d'une famille à l'aise, mais pas très riche, et il était quand même sur la fin de son... Il était à Neuilly, où il était dans des établissements scolaires où il y avait vraiment le haut du gratin, et lui était le pauvre parmi les riches. Et il était celui qui, parmi les riches, qui n'avait pas les moyens. Il a des revanches à prendre. Et être le plus fort et le plus grand, c'est un peu peut-être remettre dans l'ordre ce qui s'était passé dans la cour de récréation ou dans certaines circonstances plus tard. Vous voulez dire qu'il a souffert d'être à Neuilly, chez les très riches, finalement quelqu'un d'un milieu relativement modeste. Alors, vous l'avez dit, Michel Pinson, Nicolas Sarkozy a beau avoir grandi à Neuilly, il n'est pas né, dit-il, avec une petite cuillère en argent dans la bouche, loin de là. C'est ce qu'il a expliqué à plusieurs reprises, notamment lors de la campagne de 2007. On commence par l'écouter sur le plateau d'M6. J'ai monté tous les échelons, j'ai remonté toute la chaîne des chaises jusqu'en bas de la tribune et je les regardais, tous ceux qui parlaient, Chaban, Michel Debré, Jacques Chirac, Charles Pasqua, et j'ai rêvé, je me disais mais un jour, est-ce que moi aussi je pourrais faire ça? Et donc je viens de la salle, je viens du public, mais je ne l'ai jamais oublié. Chaque fois que je rentre dans une salle et que je vais faire un discours, je me rappelle qui j'étais, d'où je viens. J'aime bien ce proverbe africain, là, m'a rappelé Vergès à la Réunion. Si tu sais pas où tu vas, souviens-toi d'où tu viens. Faut pas oublier d'où on vient. J'ai jamais oublié ça. Alors, faut pas oublier d'où on vient, j'ai jamais oublié ça. Alors là, ce qu'il nous explique quand même, c'est qu'il vient de la salle. Hein. Il est sur scène et puis il vient de la salle, mais il va encore plus loin en recevant des jeunes. C'était toujours en 2007, et donc il reçoit des jeunes au ministère. Alors normalement, la rencontre était en off, mais certains ont fait tourner une caméra, d'où l'image qui fixe le plafond. L'image donc n'est pas terrible, mais le son est intéressant. Écoutez, c'était mis en ligne en 2007. Je viens du bas. J'ai pas commencé par les cabinets ministériels, j'ai pas hérité. Et moi j'étais dans le public. Je suis issu du public. Du public au centre, dans la salle. Et j'ai monté tous les échelons. Maintenant, parce que je vais vous dire un truc, moi. Si tous les autres, ils s'étaient pas vautrés, ils s'étaient pas bourrés, c'est pas que moi qui s'était arrivé. Parce que vu de vous, moi je fais élite. Mais vu les élites, moi, je fais enfant des quartiers. Il dit, qu'est-ce qu'il fait là, lui?
que je me fais comprendre. Pourquoi? Parce que j'ai pas fait les mêmes écoles, parce que j'ai pas le même nom, parce que j'ai pas le même profil, parce que j'ai pas la même façon de parler, et parce que moi j'ai jamais baissé la tête non plus. Quand Chirac voulait que je la baisse, je lui dis non, c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, mais vu des élites, moi je fais enfant des quartiers. Michel Pinson, c'est ce que vous vouliez nous dire alors, c'est ça? Finalement, vu de Neuilly, il fait enfant des quartiers. Oui, c'est ça. Seulement, pour autant, il n'est pas au Parti Socialiste, ou il est... Il fait pas enfant des quartiers, il a quand même été dans toutes les écoles privées, il faisait du cheval, et puis il a piqué la mairie à Neuilly à 27 ou 28 ans, voilà. Oui, non, mais c'est une affabulation totale, c'est assez talentueux, mais c'est n'importe quoi. Mais alors peut-être qu'il n'était pas au sommet, peut-être qu'il n'était pas aussi riche qu'il l'aurait voulu, et peut-être que du coup il s'est senti comme faisant partie des très pauvres. Il le dit lui-même, vu de votre place, je suis l'élite, et vu des élites, je suis... mais tout dépend vu d'où on se place, en fait, c'est ça la question. Oui, d'où se place-t-il? Est-ce que vous remarquez quand même que dans la description qu'il fait de son parcours et de son ascension sociale, à aucun moment il ne dit qu'il a reçu une aide de quiconque. Non. Il a été aidé par Achille Peretti, maire de Neuilly, il a été aidé et remarqué par Pasqua, par Chirac, par Balladur. On n'a pas arrêté de lui faire la courte échelle dans son parcours. Eh bien non, le tiers qui l'a aidé est toujours exclu. Toujours. Là, les extraits qu'on vient de voir, ce sont des extraits de sa campagne de 2007, justement, parce que depuis, il n'en parle plus. Il est beaucoup moins disert sur son parcours, ses origines. C'était une époque, un épisode. C'est exemplaire de moi seul face au monde. Oui, Dominique Magonneau. Il y a quand même une chose étonnante, c'est la métaphore du spectacle, de la salle et du public. Parce exactement, alors je voulais vous faire réagir là-dessus. Dans les deux extraits, ce qui est très remarquable, c'est qu'il recatégorise la langue, puisque dans la langue, si vous ouvrez un dictionnaire, la salle, ça s'oppose à la scène. Mais ça ne s'oppose pas des échelons, c'est-à-dire il n'y a pas l'idée, dans l'idée de salle et de public, l'idée d'échelon. Or, lui, ça veut dire qu'il a recatégorisé dans son inconscient, ou son semi-conscient en tout cas, pour lui, il y a une confusion entre hiérarchie sociale, ou hiérarchie, disons, du parti, et public salle, public scène. Ce qui veut dire que pour lui, deux choses. Premièrement, qu'il confond visibilité et pouvoir, c'est-à-dire finalement occuper la place du président, c'est être vu, c'est être sur la scène. Ce qui est quand même très curieux, parce que quand on pense hiérarchie, on ne pense pas visibilité. Oui. C'est vrai, je viens du bas, je viens de la salle, je suis sur scène, mais la scène, je suis en haut. Ce n'est pas généralement, la scène est plus haut que la salle, on va dire. C'est peut-être ça qui introduit la confusion. Donc ça veut dire très clairement qu'il y a une sorte, et ça je rejoins l'exclusion de l'autre, du tiers symbolique, c'est que très clairement, il y a un aplatissement, ou disons une confusion entre l'idée d'hiérarchie sociale et l'idée de spectacle. Et en ce sens, il est quand même très moderne. En tout cas, c'est une expression qu'on ne connaissait pas. Je viens de la salle, c'est vrai qu'on n'avait jamais entendu. Peut-être une expression de Neuilly, Michel Pinson. Il vient du public, mais c'est pour aller vers le privé. Oui, il vient du public. Alors, quand il vient du public, on se dit, il était dans le public? Non. Dans le public au sens, il est obligé de préciser, dans le public au sens de la salle. D'accord. Alors, bon, on va terminer l'émission. Juste un dernier mot. Donc là, on a quand même vu que cette partie, ce récit, entre guillemets, comme on dit, storytelling, daté de 2007. Là, on voit bien qu'il aura peut-être du mal justement à revenir sur ces thématiques pour 2012. Qu'en pensez-vous? Vous pensez qu'il peut justement revenir sur cette thématique, sur son parcours? Parce que là, pour le coup, il faut peut-être qu'il réinvente autre chose. C'est-à-dire que il a gagné sur le volontarisme. Et encore une fois, le volontarisme, de mon point de vue, ça ne marche qu'au futur. Je vais faire. Mais redire « je vais faire », quand, dans un premier cas, vous êtes là depuis 5 ans et dans un cas très important, celui de la sécurité, vous êtes là depuis 8 ans, ça devient plus compliqué. Cela dit, peut-être que ça va marcher. Moi, du point de vue de l'analyste, j'ai envie de dire simplement que j'ai envie de faire des éditos en disant « attendez, il nous l'a déjà dit ça », voilà, c'est tout. Après, est-ce que c'est efficace ou pas ? Je sais pas, je serais un peu estomaqué que ça soit efficace. À mon avis, il faut qu'il trouve autre chose quand même. Le mot de la fin, Ali Magoudi? Je ne sais pas si c'est le mot de la fin, mais en tout cas... Votre mot de la fin? Alors, mon mot de la fin, c'est qu'il va se poser, non pas comme étant celui qui a gravi les échelons de l'échelle... Qui est passé du public jusqu'à la scène. Il est déjà en haut. Il est déjà en haut. Non, il va se présenter comme moi contre le monde. Moi plus fort que le monde. Et ça va être la nouvelle stratégie de Nicolas Sarkozy avec les différents sommets mondiaux.